Давай, я говорю, пошел! Все, так, бери, не останавливайся, говорю! Все. Впереди. Vas-y, dépêche. Cours, cours, cours. Bonjour à tous et bienvenue aux abonnés d'Omerta, bienvenue aux abonnés de notre chaîne YouTube qui sont de plus en plus fidèles. Je sais que je le répète à chaque fois, on a dépassé les 300 000, on est à 312 000 abonnés sur cette chaîne, c'est absolument considérable. Je rappelle à ces nouveaux entrants, à ces nouveaux abonnés d'Omerta qu'il existe aussi l'application Omerta que vous pouvez télécharger sur votre portable et qui vous donnera accès à tous les documentaires, à tous les offs et à tout le travail de la rédaction d'Omerta. Donc il y a la chaîne YouTube, les abonnements, l'application et également n'oubliez pas notre magazine. Alors je vous le montre ici, ça c'était le dernier exemplaire et bientôt un autre exemplaire qui va arriver, un autre numéro qui sortira le 12 décembre en kiosque. Je ne vous dis pas tout de suite, on communiquera dessus sur son contenu, mais vous allez être surpris, comme d'habitude, par un contenu extrêmement riche, extrêmement dense. Donc, trois manières de retrouver Omerta. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le Grand Entretien, une nouvelle édition du Grand Entretien, avec une actualité internationale particulièrement chargée. L'actualité française est aussi chargée, avec la censure du gouvernement hier. Nous, on va parler Syrie aujourd'hui. Hier, j'ai fait une vidéo pour vous raconter un petit peu les reportages que j'ai pu faire dans ce pays, la tâche particulière que j'ai à ce pays, et avec ce pays, avec la Syrie. Et aujourd'hui, j'accueille Benjamin Blanchard. Benjamin, bonjour, qui est donc le patron de SOS Chrétiens d'Orient. Benjamin qui lui aussi a une attache particulière, des années d'expérience par son association avec la Syrie. Première question, la semaine dernière, Alep est tombé, une offensive foudroyante opérée par les djihadistes et les groupes armés liés à la Turquie. Vous aviez une équipe d'SOS Chrétiens d'Orient qui travaillait depuis de longues années à Alep. Je crois qu'ils ont réussi à partir. Racontez-nous ce qui s'est passé. Bonjour Régis Le Sommier. Et oui, c'est vrai que nous travaillons à Alep, je crois, depuis décembre 2014. Donc moi, je m'y étais rendu en décembre 2014. Je me souviens, c'était dans les pires moments de la guerre en Syrie. À l'époque, Alep était coupé en deux. La partie ouest était assiégée, il n'y avait qu'une entrée très difficile, vous vous souvenez, par cette route du désert, par Canasser, etc. Donc c'était un peu une épopée, et puis c'était constamment bombardé. Je me souviens d'un rendez-vous avec Monseigneur Jean Bart, qui était encore dans la vieille ville, et il y avait des obus qui tombaient de partout. Quelques mois après, l'évêché était détruit et il avait dû se déplacer plus à l'ouest. Donc c'est vrai que j'ai une attache particulière avec Alep, et puis on avait beaucoup d'actions avec SOS Chrétiens d'Orient, avec un centre culturel notamment très actif, avec des cours de français, des cours de musique, plein d'instruments différents, d'art plastique, de théâtre et même de taille de pierre. Évidemment, tout cela est arrêté, puis beaucoup d'activités sociales, notamment pour les vieillards et les handicapés, avec des produits d'hygiène, etc. Et puis plein d'activités éducatives dans les écoles, etc. Et puis de la construction, réhabilitation de maisons, et puis aide aux écoles et aux institutions avec l'installation de panneaux solaires, etc. Évidemment, toutes les activités sont arrêtées et les projets sont mis en pause aussi.
pour l'instant, on a réussi donc à évacuer toute l'équipe parce que dès mercredi soir, en fait, mon collègue montait à Alep par la route, l'autoroute à l'époque, on pouvait prendre l'autoroute, qui avait été rouverte depuis 2021 ou 2022, je ne sais plus. Et arrivé à Alep, il me dit « Oh, ça canarde pas mal sur l'autoroute », il nous envoie des photos, mais nous ne sommes pas plus inquiétés que cela. Et puis le lendemain, on voyait que l'autoroute avait fermé, que ça se passait pas très bien sur ce front-là. Mais nous n'étions pas plus inquiets que cela. Et c'est le vendredi matin, en voyant des vidéos de soldats qui étaient littéralement en fuite, et non pas des vidéos de combat, mais des vidéos de course à pied, et puis de soldats syriens qui voilà, fuyaient. et de stocks énormes de munitions qui étaient capturés par d'armements qui étaient capturés par les djihadistes, que là, on s'est dit, ça sent le sapin. Et comme l'heure avançait, nous nous étions dit, on va évacuer le lendemain matin. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de la journée, on s'est dit non, on va partir tout de suite. Et on est parti immédiatement. Il était temps. Vous aviez combien de personnes là-bas? Alors nous avions deux Français et puis une dizaine de Syriens. En tout cas dans les permanents. Après il y avait tous les profs, etc. Mais bon, ça je leur ai conseillé de partir. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, sur les équipes syriennes, ils sont partis. Alors, en deux temps, il y en a qui sont partis le vendredi et d'autres seulement le samedi matin. Alors, ceux qui sont partis le samedi matin, c'était vraiment le chaos. Elles ont mis 28 heures pour atteindre Damas avec leur famille. Elles se sont retrouvées au milieu des combats sur la route du désert, près de Ranasser. Hier, on a recueilli leurs témoignages. C'est vraiment impressionnant de voir ces familles qui au milieu de dizaines de milliers de personnes, parce qu'en fait, vraiment, il y a eu un exode massif. Les gens ont eu très peur quand ils ont compris que les djihadistes étaient dans la ville. Parce qu'en fait, au début, quand je leur ai donné l'alerte, ils ne me croyaient pas. Mais oui, parce que comme il n'y avait pas tellement de bruit de combat, puisqu'en fait, Alep est tombé pratiquement sans combat, les Syriens ne croyaient pas. Et puis, ils en avaient tellement vu pendant des années de guerre, des années de siège. C'était au-delà de leur capacité d'imagination que la ville pouvait tomber comme ça, comme un fruit mûr, après toutes ces années de résistance. Et cette partie de la ville, l'ouest, était restée pendant toute la guerre du côté du gouvernement. Donc peut-être s'imaginait-il que c'était une citadelle imprenable. Exactement. Et on a assez rapidement vu les rebelles au niveau de la citadelle, précisément. Donc, c'est vrai, quand parfois je lis dans certains médias... Alep a été repris par les djihadistes, mais en fait ce n'est pas vrai, puisque pendant la guerre, Alep n'était jamais complètement tombé aux mains des djihadistes. La principale partie de la ville, Alep Ouest, et je crois que vous aviez fait suffisamment de reportages là-bas, la plus grande partie de la ville était restée aux mains du gouvernement et avait résisté contre la rébellion djihadiste. Donc elle est retombée, c'est qu'elle est tombée pour la première fois aux mains des djihadistes. Alors comment, vous qui avez cette expérience, vous qui avez connu Alep, entouré de checkpoints, avec des conditions en effet des combats extrêmement difficiles, aussi la faim qui parfois a assailli cette ville à cause des problèmes de ravitaillement, cette fameuse route de Ranasser-Ithria qui était régulièrement coupée, qui a été parfois coupée pendant 3 mois, donc sans ravitaillement. Comment vous expliquez qu'elle soit tombée si facilement, qu'il n'y ait eu aucune résistance? C'est pas comme si les Alépins n'avaient pas l'habitude des mouvements rebelles djihadistes. Ils connaissent les exactions qui ont été perpétrées. Ils savent qu'ils font partie de minorités qui ne sont pas particulièrement considérées par ces rebelles, même si leur chef, Al-Jolani, a fait des déclarations allant dans le sens du respect des chrétiens en particulier. Comment vous expliquez ça ? Alors déjà, je crois que, si je me trompe, vous me le direz, mais il me semble que dans les grandes villes, il n'y a pas, comme dans les villages ou les petites villes, des milices locales, avec des gens locaux qui vont défendre la ville. Donc c'est vraiment l'armée avec des gens qui viennent un peu de tout le pays, qui étaient postés là, et non pas des habitants qui défendent leur ville, ce qui change un petit peu la motivation, je crois. Et en fait, moi, j'y étais il y a 1 mois en Syrie, et c'est vrai que j'étais revenu un peu effondré de ce que je voyais, puisqu'il y avait un sentiment de désespoir qui était très grand. On dit souvent que les sanctions internationales ne servent à rien. Je crois que ce n'est pas toujours le cas, parce que ça a tendance à miner
un pays profondément. Mmh. Et en fait, avec le temps, ça finit par détruire les fondations même du pays. Et c'est ce qui s'est passé, et de l'économie. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie, puisque ces sanctions ont empêché toute reconstruction, tout redémarrage de l'économie. Et même en cascade, ça a empêché le retour des réfugiés. Mmh. Donc ça a bloqué les négociations avec la Turquie, puisque nous savons que c'était un des points importants pour Essentiel. Erdogan, Mmh. que la Syrie accepte le retour des 4 millions de réfugiés syriens qui sont en Turquie. Mais sans reconstruction, comment accepter le retour de ces réfugiés qui vont être comme un poids sur l'économie syrienne, qui n'arrive déjà même pas à nourrir sa propre population. On peut parler aussi de l'occupation du Nord-Est par des milices kurdes alliées à l'armée américaine, avec l'exploitation et le vol en fait du pétrole et d'une partie du blé, qui mettait le pays en grande difficulté, tant alimentaire que sur les hydrocarbures. Alors tout ça, ce sont des facteurs externes, mais il faut dire aussi qu'en interne, le gouvernement n'a pas su faire face à ça. Est-ce qu'il aurait pu le faire ? Je n'en sais rien, parce que c'est vrai que c'est très compliqué comme situation. Mais toujours est-il que la population, il y avait un ras-le-bol qui montait progressivement. Et je pense que ce ras-le-bol explique que les soldats ne se soient pas battus. Parce que pourquoi se battre quand on n'y croit plus, quand on a l'impression que rien ne change, qu'en fait ça ne sert à rien, que c'est vain. Et c'est pour ça que je crois qu'Alep est tombé comme ça, en fait, sans presque aucun combat, comme si c'était un peu la fin d'un cycle. Ouais. Alors, quand même, on se bat aussi quand il est question de sa survie. Il y a un certain nombre de minorités, en particulier les Alaouites, qui sont proches du pouvoir, qui sont clairement à risque. Les chrétiens, c'est peut-être le second qui viendra à être ciblé si un pouvoir djihadiste s'impose dans le pays. Ces gens-là aussi sont... comment expliquer qu'on laisse le terrain à des ennemis qu'on connaît bien en plus, puisque on s'est battu contre eux, enfin pour ce qui est de ces minorités pro-gouvernementales, elles se sont battues contre eux pendant près de 10 ans. Alors déjà, je crois qu'il n'y a pas que l'aspect religieux, il y a aussi peut-être l'aspect social, puisque à Alep, il n'y a pas que les chrétiens. Alors les Alaouites, il n'y en a quand même pas beaucoup à Alep, c'est pas une ville avec beaucoup d'Alaouites, il n'y a que des fonctionnaires ou des militaires, mais sinon il n'y a pas d'Alépins de souche qui soient Alaouites. Mais il y a aussi toute la classe moyenne, la bourgeoisie, y compris sunnite, et qui est plutôt la clientèle du gouvernement, et qui a beaucoup à craindre de l'invasion de la ville, puisqu'il y a aussi un aspect social, et je crois que Fabrice Balanche le montre bien dans toutes ses études sur la guerre civile syrienne, qu'il y a aussi il y a l'aspect religieux, mais il y a l'aspect social aussi qui est très important, et on le voit, il y a quand même déjà eu des pillages dans le souk, dans les commerces, et puis dans la zone industrielle au nord d'Alep. Donc il y a cet aspect social qui n'est pas à négliger. Mais le problème, c'est que tous ces gens ne sont pas armés, c'est des classes moyennes des villes, comme si demain en France, une ville se retrouvait attaquée. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui possèdent des armes chez eux, à part les tireurs ou les chasseurs, mais les tireurs sportifs ou les chasseurs. Après, les autres sont des voyous, donc ce n'est pas forcément ceux qui vont défendre le gouvernement. Alors, maintenant que le gouvernement a été chassé du nord de la Syrie, on remarque qu'il existe entre les groupes affiliés donc, à la Turquie et les groupes djihadistes et les milices kurdes, les YPG, une sorte de rivalité pour certains territoires. Les forces liées donc, à Idlib ont plus ou moins repoussé les Kurdes. Est-ce que finalement, ce n'était pas l'intention d'Erdogan, c'est-à-dire de créer une sorte de territoire dans lequel il pourra ramener les Syriens qu'il a chez lui et dont il ne veut plus, et en même temps on va dire une situation dans laquelle il est gagnant, puisqu'il repousse considérablement les Kurdes du côté de Minbij, très loin finalement de sa frontière. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une des premières déclarations officielles turques que j'ai vues vendredi, donc le jour de la chute d'Alep, c'était sur le retour des réfugiés. Qui disait que, maintenant, les réfugiés syriens qui sont en Turquie vont pouvoir repartir, puisque Alep est libéré, entre guillemets, évidemment.
je mets ces propos dans la bouche des Turcs et je ne considère pas Alep comme libéré, soyons clairs. Pardon. Et puis on voit également que dans le nord-est syrien, donc les zones sous contrôle kurde avec la protection américaine, il y avait eu des accords un peu étranges avec l'armée russe et l'armée syrienne où on voit qu'à Ain el-Arab, donc ce que les Kurdes appellent Kobané, il y avait, où je me suis rendu d'ailleurs il y a quelques années, je crois en 2019, j'y étais, puis j'étais allé à Raqqa également, et à l'époque il n'y avait pas de présence russe et de l'armée arabe syrienne, c'était totalement que des soldats américains et les YPG. Aujourd'hui, depuis ces accords, il y avait cette armée syrienne, cette armée russe qui en fait faisait tampon avec la Turquie, et là ils se sont retirés en direction de Hasakeh et Kamishli. Donc, est-ce que ça veut dire que la Turquie va attaquer et prendre ces villes? Je n'en sais rien, mais c'est Donc une nouvelle bataille de Kobané, mais là, avec les Turcs à l'offensive. Peut-être. Ou des milices, ou des... et si c'est le cas, avec du matériel lourd, qui sera autrement plus fort et plus difficile que Daesh, qui était quand même équipé comme une guérilla. Là ils ont un matériel déjà neuf. Je ne sais pas si vous avez vu, on voit pas mal d'images avec du matériel très neuf, plus tout le matériel qu'ils ont saisi, qui est considérable. On parle de plus de 130 chars, alors pas forcément les derniers modèles, mais il y a également des modèles récents, des T-90, des avions, des hélicoptères, ils ont beaucoup de drones également. Et même des batteries antiaériennes, dernier cri russes. Donc, je ne suis pas sûr que les alliés russes ont beaucoup apprécié d'ailleurs que l'armée syrienne laisse saisir tout ce matériel, parfois de pointe, qui coûte fort cher. Y compris des Pantsir et du matériel de défense aérienne russe ultra moderne. Ça me fait penser à une chose. On a vraiment l'impression que ce matériel qui me tombe aux mains des djihadistes, c'est ce mini-émirat qui existe depuis 8 ans, dans lequel les Russes et les Syriens ont envoyé tous les djihadistes depuis Palmyre jusqu'à la Ghouta, en passant par Alep, une sorte de réceptacle au nord-ouest des djihadistes, qui aujourd'hui s'étendent, gagnent du territoire, conquièrent du matériel, et ça fait penser un peu à un nouveau petit Afghanistan. Un petit peu la conquête du pouvoir par les talibans, les Américains qui fuient, des talibans qui conquièrent Kaboul, tout le monde se précipite à l'aéroport, une sorte de fuite généralisée des gens qui étaient pro-gouvernementaux. Et là, à Alep, on a assisté à la même chose. Comment est-ce que la comparaison tient? D'abord, première question, comment ceux qui sont restés de vos groupes à Alep jugent le traitement que leur font les djihadistes actuellement dans la ville? Est-ce que les chrétiens peuvent pratiquer leur culte? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des infos? Oui, alors pour l'instant c'est très récent, mais c'est vrai que dimanche les messes ont pu avoir lieu normalement. Les nouveaux maîtres de la ville font assaut d'amabilité, tout va bien, ils font communiquer sur communiquer pour rassurer les minorités, les chrétiens, mais aussi les minorités ethniques comme les Kurdes, etc., les Arméniens. Et puis ils ont fait là un nouveau communiqué spécialement pour les Ismaéliens. Oui, j'ai vu ça. La ville de Salamiyeh, qui est entre Homs et Hama, à l'est, dans le désert, qui est ismaélienne. Donc ils leur ont dit, vous pouvez vous rendre, on ne vous fera aucun mal. Très bien. Il vaut mieux ça que l'inverse. Mais faut-il leur faire confiance? Rien n'est moins sûr, puisque... Est-ce que c'est un peu comme les talibans quand ils sont revenus? On a dit, et puis aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas écouter de la musique, par exemple. Alors après, j'étais à Alep il y a un mois, j'ai rencontré je rencontre toujours beaucoup de monde, et il y a un mois, j'avais rencontré un religieux chrétien qui a vécu pendant des années dans des villages tenus par Hayat Tahrir al-Sham, près d'Idlib. Et il nous a dit que la situation, pendant 8 ans, avait été vraiment très difficile, terrible. Mais ces 3 derniers mois, ça s'était grandement amélioré. Alors, est-ce que... Amélioré comment? C'est-à-dire que d'un coup, c'était libéralisé, plus besoin de porter le hijab. Les chrétiens dans les zones tenues par HTS à Idlib étaient contraints de porter le hijab. Voilà, les chrétiennes. Il faudrait que je révise mes notes, mais en tout cas, oui, il y avait beaucoup de
il y avait des règles La charia, très quoi. strictes, voilà, et même pour le culte public, c'était rendu difficile, etc., pour les écoles, etc. Et là, d'un coup, tout s'assouplissait. Et il se demandait pourquoi. Alors je pense que peut-être c'était en préparation de... C'est qu'une hypothèse, mais c'est quand même étonnant que 3 mois avant cette offensive, ou 4 mois avant, il y a eu cet assouplissement général. Alors peut-être qu'ils vont essayer de partir sur cette ligne-là. Si c'est le cas, tant mieux pour les habitants. Il y a quand même des signes négatifs. On parle de premières femmes qui ont été violées, etc. Pas des chrétiennes, hein, mais d'autres. On a vu le magasin d'alcool de l'aéroport d'Alep qui a été pillé avec des cris à la Wakbar, etc. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, les pillages des zones commerçantes et industrielles. Alors là, ce n'est pas des motifs religieux, mais c'est plus sociaux et du brigandage. Mais ce n'est quand même pas très rassurant. Et puis, quand bien même M. Jolani fait ses promesses, est-ce que ces troupes obéiront et est-ce que tous les gens qui ont été libérés des prisons d'Alep, parmi lesquels des djihadistes de Daesh ou des voyous de droit commun, vont bien respecter l'ordre? J'espère. Mais pour l'instant, je n'en suis pas encore convaincu. En tout cas, les amis qui sont à Alep, pour l'instant, me disent que de manière sécuritaire, ça va. Ils ont peur des bombardements, puisque l'aviation syrienne et russe bombarde un peu à tout va et on ne sait pas trop où ça tombe. Et puis également, il y a la pénurie qui commence à poindre. J'étais au téléphone avec un responsable chrétien qui me disait qu'on commençait à ne plus accepter la monnaie syrienne. Donc voilà, pas mal d'incertitudes qui font que Et puis les fonctionnaires, je ne sais pas si leurs payes vont continuer à arriver. En tout cas, la ville est un peu arrêtée pour l'instant économiquement. Donc on voit des distributions de pain parce que les boulangeries d'État fonctionnent moins bien, etc. Donc il y a pas mal d'incertitudes. Et il est à craindre que l'exode ne reprenne dès que les combats auront cessé sur la route pour quitter Alep. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de combats. Après, je voudrais revenir sur votre comparaison avec l'Afghanistan. Je crois qu'elle a ses limites quand même, parce que oui, la chute d'Alep fait penser à ce qui s'est passé en Afghanistan. Par contre, la Syrie n'est pas l'Afghanistan et le gouvernement de Bachar al-Assad n'est pas le... Cette comparaison a des limites. Hein, voilà, mais... c'est ça. Le gouvernement de Bachar al-Assad n'est pas celui de je sais plus, c'était Hamid Karzai. C'était plus Hamid Karzai, voilà, d'Afghanistan. Je pense qu'il a plus de soutien encore maintenant et dans ses points forts. Et notamment là, on le voit maintenant, la ligne de front s'est reculée de 150 km. Elle est juste à l'entrée nord de Hama, donc la grande ville du nord-ouest de la Syrie. Et depuis samedi, l'armée a réussi à établir un front ici. Et pour l'instant, le front tient très difficilement. Ça avance, ça recule, c'est aux portes de la ville. Mais pour l'instant, à l'heure où nous enregistrons, ce front tient. Alors peut-être, je ne sais pas que je le souhaite, hein, loin de là, mais peut-être que d'ici la diffusion, la ville sera tombée. Mais on voit que pour l'instant, ça tient. Et notamment les villes chrétiennes de Mardeh, Scalbié et une autre qui ne s'était pas illustrée pendant la guerre parce que il n'y avait pas de combat près d'elle, mais qui est au sud-ouest de Hama et qui maintenant se retrouve sur la ligne de front puisque les djihadistes ont tenté d'encercler Hama par l'est et par l'ouest, comme ils n'arrivaient pas à rentrer par le nord. Et donc cette ville de Kafar-Boum, qui est aussi une ville chrétienne, grecque-orthodoxe, qui s'est levée sur des petites villes. Et là, ils ont des milices d'autodéfense et cette ville s'est aussi levée pour arrêter les djihadistes. Donc on voit que sur 3 points, ce sont des villes chrétiennes qui bloquent l'avancée des djihadistes. Donc Scalbié, Mardeh et Kafar-Boum. Le problème, c'est qu'à l'est, il n'y a pas ces verrous. Le verrou, c'est la ville de Salamiyeh. Est-ce que les Ismaéliens vont également tenir la ville ou vont-ils céder aux sirènes rassurantes des djihadistes? Ça, je ne le sais pas à cette heure-ci. Tout ça est d'une grande incertitude. Et ensuite, si Hama tombe, évidemment, directement, Homs sera assiégé, ou en tout cas sera à risque, avec une situation peut-être qui va dégénérer, qu'on peut comparer à celle de 2012-2013, où le pouvoir syrien ne contrôlait plus qu'environ 30% du pays. Moi, je me souviens de la route Damas-Homs, où parfois, à certains moments, à droite, on avait des
une ville qui était tenue par la rébellion et à gauche une autre ville tenue par la rébellion, de groupes différents. Tout à fait, mais par contre, Hama était toujours resté sous contrôle, ouais. Donc c'est pour ça que c'est une ville extrêmement importante. Symbolique en plus avec ce qui s'est passé en 82. Et puis ensuite, il y a des villes, des gros villages ou des petites villes alaouites entre Homs et Hama qui risquent le pire si jamais elles tombent. Donc il y a encore et Homs, c'est vrai que c'est beaucoup moins probable que la ville de Homs tombe entièrement, parce qu'à Homs, il y a des quartiers entiers alaouites qui, eux, vont se battre fermement, férocement pour leur survie. Et après, c'est vrai qu'à mon avis, l'ouest de la Syrie, la côte, la montagne alaouite, la vallée des chrétiens, tout ça, je n'imagine pas qu'elle puisse être menacée parce que, pareil, les gens ne vont pas vouloir, donc vont se défendre fermement. Pardon, Régis, je voudrais comparer avec la situation 2014-2015. À mon avis, la situation est un peu différente, puisqu'à l'époque, il y avait quand même un fort soutien parmi la population envers le gouvernement, quoi qu'on en dise, quoi qu'en disaient les médias dominants en France, qui nous disaient que tout le monde était contre le président Bachar el-Assad. Moi, j'ai souvenir, quand j'y allais à l'époque, tout le monde, y compris chez la population sunnite des villes, était pour le gouvernement parce qu'ils avaient peur de Daesh, ils avaient peur des là, ce n'est plus le cas. En tout cas, jusqu'à cette crise, il y avait un ras-le-bol du gouvernement qui était incapable de résoudre leurs problèmes. Peut-être que la prise d'Alep a servi d'un électrochoc. C'est un peu ce que je vois chez les amis syriens qui, d'un coup, se réveillent en disant « on ne veut pas ça ». Donc, alors maintenant, il va y avoir toute une guerre de l'information et c'est peut-être pour ça que les islamistes les djihadistes font des assauts d'amabilité pour essayer de convaincre l'opinion qu'en fait, non, ils ne sont pas un risque et qu'il ne faut pas se ranger derrière le gouvernement simplement par peur d'eux, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors, je pense que c'est là que se joue toute cette guerre de l'information. Mais c'est vrai que peut-être que cette crise a réveillé un peu les Syriens qui sont dans les zones gouvernementales et qui se disent « bon, ok, le gouvernement, c'est la catastrophe, la situation est épouvantable, mais on n'a pas envie de vivre sous HTS ». Donc ça, je ne sais pas, l'avenir nous le dira encore une fois. Alors, ce qui est intéressant d'avoir votre témoignage sur l'état d'esprit de la population et justement avant cette crise, ce sentiment de ras-le-bol pour le régime, vis-à-vis du régime, des sanctions et du fait qu'il n'y ait pas eu d'amélioration de la situation. En revanche, au niveau international, ce qu'on remarque, c'est que des pays qui autrefois soutenaient les groupes armés djihadistes, je pense en particulier à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aujourd'hui ne soutiennent plus ces pays-là et soutiennent le gouvernement syrien. Donc là, il y a un peu un paradoxe, c'est que diplomatiquement, on va dire, la Syrie est sortie de son étau, alors que la popularité du gouvernement s'est effilochée au niveau de la population. Par contre, en revanche, ce gouvernement est reconnu et ces pays arabes ne viennent plus parasiter les affaires intérieures de la Syrie. Oui, c'est clair que diplomatiquement, le gouvernement de Bachar el-Assad a gagné, en tout cas sur la scène arabe. On se souvient de sa réintégration triomphale au sommet de Riyad, accueilli par le prince héritier. Et puis récemment, je ne sais plus quel déplacement il a fait, mais bon, il y a eu des déplacements en grande Chine, pompe. je crois. En Chine, et puis voilà. Et puis même en Occident, il y a eu des ambassades, des pays qui ont rétabli leurs relations diplomatiques, comme les pays du sud-est de l'Union européenne, comme la Grèce, la Bulgarie, je crois, la Hongrie, et puis maintenant l'Italie plus récemment. Donc ça, ce sont des petites victoires. Et puis même la France, on voit, là, les déclarations sont très prudentes. Il n'y a pas de déclaration, mais globalement, les réactions sont plutôt prudentes. Personne n'appelle au départ de Bachar el-Assad, parce que tout le monde est bien ennuyé. On n'a pas très envie, je crois, de voir Ayat Tahrir el-Sham prendre le pouvoir à Damas. Et je ne crois pas que ça soit quelque chose de probable, pour être honnête, parce que je crois que personne ne laisserait faire ça. Alors, il y a deux autres acteurs importants qui sont les Américains et Israël dans la région. Pensez-vous que ce soit une bonne opération, ce qui est en train de se passer pour Israël, dans le sens que ça perturbe, ça ennuie l'Iran, ça ennuie la Russie, et ça perturbe, peut-être pas immédiatement, mais dans l'avenir, le transit des armes à destination du Hezbollah via le territoire syrien, qui est quand même un des griefs que fait le gouvernement israélien vis-à-vis de la Syrie, et la raison pour laquelle le gouvernement israélien frappe
régulièrement la Syrie. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne opération pour Israël ou au contraire, si Bachar s'en va et si c'est un califat qui s'installe ou un émirat islamique qui s'installe à Damas, la contamination dans la région, au Liban, en Jordanie, risque de provoquer le chaos qui ne serait pas forcément une bonne opération pour Israël? Oui, si un émirat islamique venait à s'installer à Damas, mais je crois que pour l'instant, ce n'est pas une hypothèse raisonnablement envisageable. Mais voilà, peut-être que j'espère que l'avenir ne me fera pas mentir, mais je dis ça avec des pincettes, mais je n'ai pas l'impression que ça soit l'hypothèse la plus probable pour l'instant. Mais à ce jour, c'est clair qu'Israël est le grand gagnant, puisqu'ils sont en train de désintégrer cet arc chiite qu'ils prenaient comme une menace pour leur existence. Et en tout cas, lors du discours d'annonce du cessez-le-feu du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il avait bien dit que Assad allait payer son jeu trouble, etc. Et puis juste après, il y avait un général israélien qui avait déclaré que la Syrie pouvait tout à fait devenir une cible directe d'Israël. Et quelques heures après, l'offensive se déclenchait. Je ne dis pas que cette offensive a été déclenchée par les Israéliens. Je suis persuadé du contraire. Mais ça a pu être pris comme un feu vert tacite. Voilà, vous pouvez y aller. Mais ce qui est certain, c'est que cet effondrement du front près d'Alep, cette chute aussi d'Alep, l'absence du Hezbollah. Voilà, est une conséquence directe de la guerre d'Israël contre le Hezbollah, et aussi des conséquences directes du signe égal qui a été mis, notamment par les États-Unis et leurs alliés, entre le Hezbollah et Daesh, entre le Hezbollah et Al-Qaïda et tous ces groupes islamistes. Ça, je trouve que c'est absolument faux, puisque déjà, il suffit de se balader au Liban. Je n'ai pas l'impression que le Liban, c'était Raqqa ou Mossoul du temps de Daesh, même dans les zones contrôlées. Même à Darrié. Même à Darrié, même à Baalbek. Moi, je suis souvent allé visiter Baalbek, etc., avec des groupes de touristes. Jamais mes touristes n'ont été obligés de se voiler, ou les volontaires, etc. Donc surtout le Hezbollah est invisible. Exactement. Ça reste un groupe ultra clandestin. Et ensuite, sur le terrain militaire, notamment en Syrie, qui s'est d'abord battu contre Daesh et Al-Qaïda et tous les groupes islamistes, ça a été d'abord le Hezbollah qui a été le premier à se battre contre eux, et qui, au sol, si les Russes faisaient le boulot dans les airs, et bien sûr ont eu quelques troupes au sol aussi, mais principalement dans les airs et avec l'artillerie, au sol, c'était d'abord les soldats du Hezbollah qui se battaient contre ces milices djihadistes. Visiblement, la guerre d'Israël a été très efficace, puisque le Hezbollah semble quand même très affaibli, puisqu'en tout cas, ils ne sont plus là pour aider l'armée syrienne qui, sans eux, a beaucoup plus de mal. Alors, on rappellera que de l'autre côté de la frontière, pour ce qui est en Irak, c'est aussi les alliés du Hezbollah, membres du croissant chiite, les Hajj al-Shabi, les milices populaires, la Golden Division, toutes ces troupes chiites qui sont allées reprendre tous les fiefs de Daesh, avec l'appui à l'époque des Américains. Et oui, c'est ça. Alors qu'en Syrie, c'était l'inverse. Voilà. C'est là que le jeu est complètement troublé. Et on parlait de choses compliquées. Alors c'est vrai que ça me rappelle le nord-est de la Syrie. Quand j'allais à Assaké et Kamishli, je me souviens d'une fois avoir vu des chars russes croiser des chars américains sur la route entre Assaké et Kamishli. Donc c'est des choses étonnantes comme ça. Et c'est vrai que les États-Unis étaient alliés avec les alliés du Hezbollah en Irak, alors qu'ils étaient alliés avec les ennemis du Hezbollah en Syrie. C'est vrai, c'est très paradoxal. Pour terminer, question sur les États-Unis, 20 janvier, investiture de Donald Trump. On sent bien qu'il y a une sorte de fébrilité chez les adversaires du même Donald Trump, qui n'avaient absolument pas vu sa victoire qui se fait avec un plus de 2,5 millions de votants, donc c'est éclatant. Donald Trump a remporté tout, la Chambre des représentants, le Sénat, le vote populaire, le vote des délégués. Il sera investi le 20 janvier avec une promesse qui a été constante pendant sa campagne, d'être l'homme de la paix, à la fois au Moyen-Orient et en Ukraine, peut-être d'abord en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient. Cette agitation, ces offensives, ce qui se passe en Géorgie, ce qui a failli se passer en Corée du Nord, pas en Corée du Nord, en Corée du Sud, pardon. Je
tellement habitué à se dire que la loi martiale, c'est forcément la Corée du Nord. Non, tout ça, est-ce que, selon vous, c'est une conséquence de cette arrivée probable de Donald Trump qui va vraiment changer les choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que tout le monde s'agite et tout le monde essaye de pousser ses pions avant peut-être des grands accords de paix, alors à l'est de l'Europe, mais peut-être, on espère aussi au Proche-Orient. Quand j'étais en Syrie et au Liban, je suis parti le jour de l'élection de Donald Trump, donc le mardi. Donc je n'étais pas là-bas quand il a été élu, mais j'étais là-bas juste avant. Et ce qui m'a vraiment surpris ou interloqué, c'est que tout le monde a espéré la victoire de Donald Trump en Syrie comme au Liban, alors même que je crois qu'en Israël, le cabinet israélien espérait la même chose. Donc, oui, en quelque sorte, il étonnant. a réussi à mettre tout le monde d'accord. Peut-être qu'il y aura des déçus. C'est étonnant comment ce personnage, qui était jugé affreux, élu illégitimement en 2016, donc pas mal de médias et d'hommes politiques américains n'ont jamais accepté la victoire, tout à coup semble un peu se retrouve un peu dans la place de Barack Obama quand il a été élu le sauveur de l'humanité. Oui, tout à fait. Donc il y a énormément encore aux Américains. Voilà, il y a énormément d'attentes envers lui, et j'entends même des gens proches du gouvernement syrien, des gens de Damas, la bonne société de Damas, qui me disent il faut que nous tenions jusqu'au 20 janvier. Oui. Donc comme si après le 20 janvier, nous serons saufs parce que Donald Trump va arriver et imposer une paix, nous sauver, etc. Donc je ne sais pas si... Et les Israéliens espèrent qu'il va faire libérer les otages Exactement, de Gaza. C'est très étonnant. La dernière petite chose... C'est le Père Noël. Oui, l'Iran qui a décidé de remettre à plus tard sa réplique aux dernières frappes israéliennes sur son territoire pour donner une chance à la paix et à Donald Trump. L'Iran. Voilà, on est vraiment dans il y a une unanimité qui s'est faite, qui n'enlève pas les problèmes parce que effectivement il y a des gens qui ont aussi des intérêts à ce que ces guerres se poursuivent, donc on dira qu'il y a des adversaires, mais voilà. Bon. Mais en attendant, c'est vrai qu'en Syrie il y a une crise humanitaire qui s'annonce parce que l'hiver a commencé, il ne fait pas très chaud, et puis l'hiver en Syrie peut être très froid, et il y a quand même des dizaines de milliers de Syriens qui ont fui Alep. Ouais. C'est difficile à estimer combien, entre 100 000, 300 000, c'est pas très clair pour l'instant. Qui vont vivre dans les tentes. Oui, alors, ou dans les tentes, ou chez de la famille. Ou, par exemple, nous, à Damas, on héberge dans nos locaux, dans nos bureaux. En fait, on a plus d'une trentaine de personnes qui logent dans nos bureaux. À Homs aussi, pareil. Et puis dans les églises, etc. Et c'est vrai que là, nous, on est en train de mettre en place une aide d'urgence pour toutes ces familles qui sont parties sans rien, sans vêtements, sans couverture, etc., entassées dans les voitures. Et donc, j'en profite pour lancer un appel à l'aide parce que nous avons besoin d'aide pour aider tous ces déplacés, et notamment les chrétiens qui ont fui Alep et qui se retrouvent dans une grande difficulté, que ce soit à Latakia, à Homs ou à Damas. Beaucoup à faire. J'imagine que vous êtes extrêmement occupé avec cette tragédie, cette nouvelle tragédie que vit la Syrie. Je vous souhaite tout le courage possible. Merci d'être venu chez Omerta. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Merci Régis Le Sommier pour votre invitation. Merci. J'espère que cet entretien vous a plu et que vous avez été nombreux, comme d'habitude, à le suivre. Je vous rappelle l'application, je vous rappelle le prochain magazine, le 12 décembre, dans 5000 points de vente en France. On communiquera sur ce magazine très, très prochainement. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.